Donc aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la santé mentale au travail. Donc, saviez-vous qu'un salarié sur 3 déclarait au mois de mars dernier être dans un état dépressif? Et oui, ces 2 dernières années, parce qu'on va pouvoir dire 2 dernières années bientôt, hein, c'est déjà très long. Elles ont été très éprouvantes pour tous et la santé mentale a été mise à l'épreuve. On sait prendre soin de notre santé physique, faire du sport, manger 5 fruits et légumes par jour, etc. Mais prendre soin de sa santé mentale, c'est un sujet un peu complexe aujourd'hui et qui doit être traité au plus vite. Donc, que faisons-nous pour prendre soin de notre propre santé mentale? Vous, RH, manager, on le sait, vous en avez besoin, vous êtes fatigué, c'est une année très éprouvante pour vous. Et comment prendre soin de la santé mentale de vos collaborateurs? C'est le sujet que nous allons aborder avec aujourd'hui nos 2 invités, Julia et Nicolas de la société TIL. Donc, Julia, Nicolas, je vous laisse vous présenter et attaquer le sujet. Merci beaucoup Jennifer, merci de nous avoir invités et merci de nous passer la parole. Merci à tous de vous être connectés aujourd'hui. On est ravis d'aborder ce sujet ensemble. Donc, je vais me présenter super rapidement. Je suis Julia Nelvis, je suis cofondatrice et CEO de TIL. Avant TIL, j'ai travaillé dans des scale-up principalement et dans le conseil en stratégie et je suis passionnée et touchée personnellement par le sujet de la santé mentale. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va vous en dire un peu plus sur effectivement comment prendre soin de sa santé mentale et surtout comment prendre soin de la santé mentale en entreprise et comment aider les collaborateurs et les équipes en ce sens. Voilà. Et donc, je suis avec Nicolas. Ouais, bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas, aussi cofondateur. On est 2 aujourd'hui, mais en réalité, on est 4 cofondateurs et dans l'équipe, on est 17 déjà. Ça a été très vite. Moi, j'ai monté une agence de vidéo en fait pendant les 7 premières années de mon expérience professionnelle. Et ensuite, j'ai travaillé chez 360 Learning, que certains d'entre vous et certaines d'entre vous connaissent peut-être. C'est une plateforme de formation. Et en fait, j'y ai découvert des vrais défis RH de comment engager ses collaborateurs sur ces sujets importants. Donc voilà, ça a nourri aussi un peu notre réflexion quand on a créé TIL. En tout cas, c'est un plaisir de vous rencontrer. Si vous avez des questions, encore une fois, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à interrompre évidemment la presse. Et ouais, n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, soit à Camille et Jennifer, soit à nous, si vous voulez, directement dans le chat. On peut les poser à Hall ou directement à une personne, si vous préférez. Donc, n'hésitez pas, on regardera aussi. Et on essaiera même on peut aussi s'interrompre pendant le cours de la présentation. Donc, soit on les gardera pour la fin, soit si ça s'y prête, on peut aussi s'interrompre. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et comme disait Jennifer, plus ce sera collaboratif, mieux c'est. Donc, on vous invite vraiment à ne pas hésiter. Donc, pour introduire un peu ce sujet que Jennifer nous a demandé d'animer sur pourquoi et surtout comment prendre soin de la santé mentale, la sienne bien sûr, mais surtout celle de ses collaborateurs et en entreprise en particulier. La première chose qu'on voulait faire, c'était évidemment de vous parler de santé mentale et de rappeler un peu d'où on part et de quoi il s'agit quand on parle de santé mentale. Ce qui est important, et surtout dans notre société, en général en France en particulier, parce qu'on n'a pas toujours une bonne conception et une bonne éducation sur ce que c'est la santé mentale et ce que ça n'est pas. Et on a tendance à associer la santé mentale à la maladie. Donc vraiment, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est de repartir de la définition de l'OMS, de ce qu'est la santé mentale, pour planter le décor et pour qu'on sache un peu de quoi on va parler aujourd'hui. Et la santé mentale telle qu'elle est définie par l'OMS, je ne vais pas vous lire l'intégralité de la définition, mais c'est vraiment un état de bien-être. Et il s'agit plus de se réaliser en tant qu'individu, de faire face aux événements aussi difficiles puissent-ils être de la vie normale, je dirais, et de travailler, de contribuer avec succès et en étant productif à son entourage, à sa communauté ou à son entreprise. Donc, bien sûr, il y a une partie de la mauvaise santé mentale qui est la maladie, mais on parle vraiment de quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus large et surtout qui est pas vraiment divisible entre la santé mentale au travail et la santé mentale personnelle ou dans son environnement personnel. C'est vraiment quelque chose qui est très global. On en vient à dire, en tout cas pour nous, qu'on a tous une santé mentale. Et donc, c'est assez trivial et évident. Pourtant, c'est important de le rappeler. Et ça veut dire aussi qu'on a tous intérêt à en prendre soin. Donc,
la santé mentale, ça reflète un peu des situations très différentes, des états très différents, qui peuvent changer pour la même personne et qui sont évidemment différentes d'une personne à l'autre. Donc, on pense, là, on vous a mis quelques exemples des utilisateurs de Tilt, par exemple, ou des collaborateurs des entreprises avec qui on travaille, de sujets qui sont vraiment expérimentés et qui peuvent toucher tout un chacun à des périodes un peu différentes de la vie. Donc, des problèmes de sommeil qui touchent, d'ailleurs, si on regarde les dernières études Covid-13 de santé publique qui montrent que 70% des Français ont aujourd'hui des problèmes de sommeil et on sait que très souvent les problèmes de sommeil sont liés à des problèmes psycho. Ça peut être aussi des changements de situation. Je deviens manager et c'est un super gros défi, c'est génial, mais c'est aussi difficile à gérer. Je deviens maman ou papa, je rentre de congé maternité, je dois appréhender la retraite, je suis en phase de me faire licencier, par exemple. Donc, ça peut être des situations qui sont ponctuelles ou ça peut être des situations un peu plus structurelles, comme avoir du mal à gérer son anxiété, qui peut devenir un trouble anxieux, son stress, ses émotions, etc. Donc, tout ça pour vraiment insister sur le fait qu'il y a une grande, je dirais, variété de sujets et qui ne sont pas tous, encore une fois, liés à la maladie, qui peuvent être plus transitoires, mais pour lesquels on a quand même besoin de prendre soin de soi et de sa santé mentale. Et pourtant, ce dont on se rend compte, même s'il y a vraiment un changement aujourd'hui de paradigme, il y a toujours un stigma qui demeure. Alors, stigma, c'est assez fort comme mot, mais en tout cas, une forme de tabou, de difficulté à aborder ces sujets-là. Soit parce qu'il y a toujours un peu ce mythe du super-héros ou de la super-héroïne, ou en tout cas cette difficulté à accepter qu'on peut être vulnérable d'un point de vue psy, et donc on n'ose pas en parler, on peut avoir peur d'être mis de côté, par exemple, soit parce qu'on ne se sent pas concerné, encore une fois, soit par peur, soit parce qu'on ne sait pas très bien de quoi il s'agit quand on parle de santé mentale. Et c'est aussi important de garder ça en tête parce que ça fait un peu partie du problème quelque part aussi. Tu veux dire quelque chose? Non, c'est super intéressant. On aime bien et parfois on fait le parallèle avec la santé physique. En fait, la santé mentale et la santé physique, c'est vraiment les mêmes mots. Et c'est vrai que la santé physique, on sait tous ce que c'est. En fait, on a tous appris à l'école, voilà ce qui se passe dans notre corps, comment sont organisés nos organes, qu'est-ce qui se passe dans notre sang, tout ça. Et même au-delà de savoir ce que c'est la santé physique, c'est ancré en nous d'en prendre soin tous les jours. Ou en tout cas, on sait comment faire. C'est-à-dire que par exemple, on sait qu'idéalement, il faut faire un peu de sport. On sait qu'on ne doit pas manger des frites à tous les repas. On sait qu'on doit se laver les dents plusieurs fois par jour pour ne pas avoir de caries. Avec sa santé mentale, alors que c'est le même mot, et ben en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et parce qu'on n'a jamais en fait appris à l'école, on n'a jamais creusé le sujet. Et donc le fait de ne pas savoir ce que c'est, ça a des implications parce qu'on ne sait pas comment on en prend soin tous les jours. Et donc généralement, on attend d'avoir un problème pour sonner le signal d'alarme. Et ça va avoir évidemment plusieurs conséquences. Vas-y. Ce dont on se rend compte aussi, et Jennifer, tu le mentionnais en préambule, c'est que la santé mentale s'est invitée un peu sur le devant de la scène, et en particulier aussi dans le milieu du travail. Et alors, c'est pas une tendance qui est nouvelle. Nous, ce qu'on observe, et ce qu'on observe aussi dans nos discussions avec des dirigeants d'entreprise, des DRH, des experts RH et nos clients ou nos prospects, c'est qu'il y a eu vraiment un shift qui a été très, très accéléré, notamment avec l'apparition du Covid et les mutations qu'on connaît tous. Mais tout ça pour dire que la santé mentale, c'est vraiment définitivement invité dans le monde du travail. Et nous, on aime bien dire aussi que c'est la crise sanitaire et la période actuelle tumultueuse qu'on traverse collectivement, elle a eu un peu deux effets quand on parle de la santé mentale. Un effet qui est vraiment à déplorer, qui est celui de détériorer certaines constantes, notamment le stress, le sentiment de solitude, l'anxiété, parfois un peu plus généralisée, ou les problèmes de sommeil. Mais il y a eu un effet qui a le mérite d'être un peu positif, qui est qu'on parle beaucoup plus de santé mentale et de façon beaucoup plus libérée. Donc c'est aussi un moment de prendre ce sujet à bras-le-corps et d'oser un peu plus facilement le traiter, en particulier dans le monde de l'entreprise. Et ce que j'allais dire, effectivement, il y a quelques prémices. Alors, je ne sais pas, on peut peut-être citer la méditation, la sophrologie, etc., non? Ah ouais, c'est un très bon parallèle. La méditation, par exemple, on l'oublie parfois, mais la partie laïque de la méditation, c'est aussi un courant des thérapies cognitives et comportementales, et c'est
énormément utilisé aussi en thérapie. Et c'est vrai que certaines applications de méditation ont fait un travail formidable pour démocratiser, en tout cas commencer à parler du fait de prendre soin de sa santé mentale de façon concrète un peu et au quotidien, ou en tout cas d'en faire un nouveau réflexe. La méditation, et moi à titre personnel, je suis une grande fan de méditation et je trouve que ça aide vraiment énormément au quotidien, mais c'est aussi pas forcément fait pour tout le monde. Donc ça a aussi un peu ses limites en ce sens que c'est un outil parmi tant d'autres, mais tu as tout à fait raison, c'est une des tendances un peu aussi qui devient presque sociétale, où on parle beaucoup plus de méditation, de relaxation, de sophrologie, etc., qui font qu'on démocratise un peu le fait de prendre soin de sa santé mentale au quotidien avec des petits gestes et des petits réflexes. Exactement. Donc, ce que disait Julia par rapport au fait que la santé mentale entre dans le monde de l'entreprise, ça peut déstabiliser certaines équipes RH parce que c'est un sujet nouveau. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose que les collaborateurs attendent. Dans Psychodon a fait une super étude et disait que 76% des collaborateurs attendent une prise de position de leur employeur sur ces sujets de santé mentale. Et nous, on le voit au quotidien. Donc, Julia et moi, on a créé TIL sur le sujet de la santé mentale. Et rien que voilà, le fait d'en parler, de délivrer du contenu, de créer une solution autour de cette thématique, on reçoit un nombre de messages énorme, que ce soit de gens qui veulent postuler, d'utilisateurs de notre application. On sent qu'il y a une vraie émulation sur le sujet. Ce qui est intéressant aussi avec les 3/4 des collaborateurs et qui soutient aussi l'idée qu'on est dans un shift de paradigme qui est assez structurel, c'est que quand on regarde les plus jeunes générations, ce chiffre il est surpondéré, on est à plus que 80%, et quand on regarde les générations entre 50 et 64 ans, on est plutôt un peu en deçà, ce qui montre aussi qu'il y a une demande un peu nouvelle, je dirais, aussi qui est renforcée par le shift. Ce qu'on voit malheureusement aussi dans les chiffres, c'est que la souffrance psychologique, donc il y a plusieurs indicateurs qu'on peut regarder aussi pour regarder un peu des indicateurs un peu généraux. Donc il y a la souffrance psychologique, on appelle aussi la détresse psychologique ou le stress, l'anxiété, etc. Ce qu'on voit, c'est que sur les 12 derniers mois, il y a 60% des collaborateurs qui disent avoir été à un moment, avoir eu des symptômes liés à leur santé mentale. Donc c'est important de se rendre compte aussi que ça touche beaucoup de personnes et que c'est pas anecdotique. Et donc encore une fois, là on parle pas de maladies caractérisées, etc. On parle d'un épisode, de symptômes, voilà, de choses qu'il ne faut pas ignorer, mais qui ne sont pas de l'ordre de la maladie. Et sur ce côté du changement structurel, et qui pose aussi une question qui est centrale dans l'entreprise, qui est celle de la marque employeur, de la rétention et de l'attraction, il faut savoir qu'il y a un millénial sur deux, donc quand on prend au sens large, millénial, c'est les 28-35 ans, il y a un millénial sur deux qui dit aujourd'hui avoir déjà quitté un travail pour une raison liée à sa santé mentale. Donc, encore une fois, c'est vraiment pas quelque chose qui est anecdotique, quoi. Et donc là, le lien sur le business et surtout sur le scope RH, donc sur la rétention et l'attrait des talents, je vais venir vous en parler, mais il y a aussi un lien et un coût financier sur l'entreprise. En fait, donc ça, c'est encore une fois, c'est pas nous qui le disons, hein, c'est une étude de Deloitte, un cabinet qui précise que la santé mentale non adressée va avoir un coût pour l'entreprise estimé à 2 000 € par collaborateur et par an. Et ces 2 000 €, ils sont décomposés en trois aspects. Le premier, c'est les départs non voulus. Donc ça, c'est voilà, par exemple un talent au COMEX ou un directeur qui part parce qu'il n'est plus en phase avec ce que l'entreprise lui propose et il n'est pas bien. Donc, et ça, c'est quelque chose qui coûte évidemment l'entreprise. Vous le savez très bien, je me dis que vous avez déjà vécu malheureusement ce genre de situation. L'absentéisme, donc ça, c'est les arrêts de travail où là, malheureusement, en fait, quand le collaborateur pose son arrêt, bien souvent, le discours est rompu. Et donc, c'est très compliqué pour l'équipe RH de gérer ça. Et le troisième mot, disons, qui pèse financièrement sur l'entreprise, c'est le présentéisme. Alors, présentéisme, c'est des gens qui sont au travail, qui sont dans leur ordinateur, qui sont en train de travailler, mais qui sont dans leur tête. Parce que ils pensent, ils sont pas dans le moment présent, ils sont dans leur pensée. Et donc, ils vont pas être concentrés sur leurs tâches et donc être moins productifs. Et en fait, ce présentéisme représente 60% du coût. Et moi, je le sens personnellement. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Moi, par exemple, dans une expérience précédente, j'avais voilà, des relations, disons, conflictuelles avec un boss.
en fait, je passais mes journées à être pas content, à me plaindre, à en parler à mes collègues et vu le coût de ma journée, bah, je vois comment on arrive vite à ces 2 000 € par an. Et c'est vrai que c'est moins le chiffre des 2 000 € par an par collaborateur qui peut être un peu impressionnant. Et d'ailleurs, c'est l'estimation la plus conservatrice et la plus robuste qu'on ait pu trouver dans les études. Mais c'est vraiment la répartition, c'est-à-dire que ce qu'on voit le plus, c'est les départs et l'absentéisme. Donc, on sait que l'absentéisme a nettement augmenté, d'ailleurs, ainsi que les burn-out sur les 6 derniers mois. Mais c'est surtout quand même le présentéisme qui pèse. Et donc, ça, c'est vraiment le coût du désengagement, de la baisse de motivation et qui est difficile à avoir. Et encore plus quand on est dans des situations de télétravail, par exemple. Et ce qu'on voit malgré tout, alors c'est encore plus vrai pour les plus grosses entreprises, mais c'est qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une entreprise sur 3 qui est véritablement équipée d'un dispositif complet, de solutions, etc., pour adresser ce sujet de la santé ou du bien-être mental en entreprise. Et surtout, quand les entreprises sont équipées, ce qui est déjà vraiment pas mal, comme on sait que ce n'est pas la majorité, c'est avec des lignes d'écoute ou des plateformes de communication d'urgence un peu, en cas de problème, qui peinent à engager les collaborateurs et on comprend aisément pourquoi. Donc, c'est vraiment les chiffres de 1 à 3%. On est plutôt généreux sur le 3% parce que c'est vraiment en cas de crise et c'est des chiffres qu'on a vus très rarement. C'est plutôt 1% maximum. Et on s'explique assez naturellement pourquoi. Et si on se met à la place des collaborateurs, on le sent bien. C'est que c'est pas facile en fait d'appeler quelqu'un de but en blanc. On ne sait pas vraiment qui ça va être. Il n'y a pas de suivi. Il y a pas la réponse, elle est identique pour tous. L'expérience utilisateur, elle n'est pas optimale. On a une réponse qui est seulement curative quand on a déjà besoin de voir quelqu'un. Et tout ça fait qu'effectivement, il n'y a pas de réponses aujourd'hui qui sont toujours adaptées à la taille de l'enjeu, à titre individuel pour le collaborateur et à titre d'équipe et collectif dans l'entreprise. Donc, si on va un peu plus, excuse-moi. Non, je t'en prie. Je me disais juste qu'en fait, ces chiffres de 1 à 3%, ils sont presque étonnants parce que d'un côté, on nous dit il y a un sujet de santé mentale, les collaborateurs attendent une prise de position et attendent des solutions. Et de l'autre, quand on met en place des solutions, personne ne les utilise. Donc ça, c'est en fait une sorte de paradoxe un peu étrange qu'on explique principalement parce qu'en fait, cette industrie de santé mentale, disons, ces solutions, elles ont été un peu boudées par l'innovation pendant très longtemps. Et donc, la question se pose, comment, du coup, on apporte une solution pardon, qui va engager les collaborateurs et qui va apporter un soutien efficace aux équipes. Et pour répondre à cette question, on a essayé d'être assez concret. Il y a 3 choses. Il y a 3 choses qui sont dictées. Alors, il faut faire attention parce que nous, on n'aime pas trop la notion de ROI ou de retour sur investissement, mais ce qui est important, c'est que c'est une bonne mesure de l'impact des solutions, en fait. Et ce n'est pas tant le côté financier qui nous intéresse ici, mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce qui marche et ce qui a prouvé que ça marchait. Et donc là, on a repris notamment une étude de Deloitte, ça reprend aussi pas mal de publications, notamment de Harvard Business Review, qui montrent qu'en fait, pour maximiser et optimiser l'impact d'une initiative ou d'une solution de santé mentale, il y a 3 facteurs qui sont très importants. Le premier, c'est d'avoir une solution qui est pour tous et qui porte le changement culturel à l'échelle de l'entreprise. Donc, ce n'est pas des mesures ciblées, c'est vraiment quelque chose qui impulse un changement un peu plus large au sein de l'entreprise. Le deuxième, c'est d'avoir un focus sur l'approche préventive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas adresser les situations d'urgence ou les situations où un collaborateur va mal, fort heureusement et évidemment, mais ça veut vraiment dire qu'il faut mettre le focus d'abord sur la prévention, aussi pour rendre la partie plus curative, donc où on a déjà un problème, la plus efficace et la plus accessible possible, je dirais. Et la troisième, c'est de permettre d'utiliser la technologie pour servir la personnalisation et pour être capable d'apporter à chacun la réponse qu'il mérite. En fait, c'est assez trivial quand on prend un pas de recul de se dire on n'a pas tous les mêmes problèmes, on n'a pas tous la même situation et on a évolué différemment avec notre santé mentale. Les collaborateurs, c'est exactement la même chose et donc c'est pas possible de leur apporter une réponse qui soit la même pour tous, qui soit universelle et qui soit la clé du changement miracle pour tout le monde. Il faut être capable de personnaliser cette approche. Au sein d'un même open space, parfois dans des entreprises, quand on discute avec les CSE ou même les collaborateurs avant le déploiement, ils nous disent qu'il va y avoir des collaborateurs qui vont être complètement cramés parce qu'ils bossent énormément et d'autres, par contre, complètement délaissés, qui attendent la retraite et qui en fait, sont complètement... et donc, c'est hyper important, voilà, ce côté, disons, personnalisation, parce qu'évidemment, moi, je ne vais pas acheter une maison si je n'ai pas envie d'acheter une maison. Et donc, il faut
arriver à savoir ce dont la personne a besoin pour pouvoir l'aider efficacement. Et juste peut-être une petite parenthèse sur le ROI, là. En fait, dans l'étude Deloitte précise que le ROI d'une initiative santé mentale est de 1 pour 5. Ce que ça veut dire, c'est que pour 1 euro investi, ça en remporte en moyenne 5 euros. Et là, il dit que ça passe de 1 pour 11 s'il y a ces 3 conditions qui sont réunies. Donc, c'est quand même c'est intéressant. Si on va un peu plus dans le concret, de détailler ce que ça veut dire pour nous, pour nos clients, voilà, vraiment pour l'entreprise, ce que veulent dire un peu ces 3 conditions et être le plus concret possible. Une solution pour tous qui est portée par un changement culturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, ça veut dire qu'il faut que ce soit une initiative qui soit portée par l'entreprise. Donc, on dit portée par la direction, ça veut dire que ce n'est pas une petite initiative, c'est vraiment quelque chose qu'on revendique quelque part. Et donc, ça veut dire aussi communiquer de façon transparente, communiquer plus, déstigmatiser, libérer la parole. Et ce qu'on voit aussi beaucoup, et ce que nous remontent aussi les collaborateurs, c'est qu'il y a un côté aussi montrer l'exemple. Et donc ça, c'est vrai pour les responsables RH, c'est vrai pour les managers, c'est vrai pour les leaders, les codires et les dirigeants d'entreprise, évidemment. Il y a aussi un côté de montrer l'exemple, de prendre la parole sur ce sujet et de faire sien un peu le discours sur la santé mentale, que ça reste pas quelque chose de très abstrait. Par exemple, le DRH de Doctolib, que vous connaissez peut-être si vous avez pris votre rappel de réserver votre créneau. Doctolib, ils avaient voilà, cette initiative santé mentale en interne voilà, qui était portée par le COMEX. Et en fait, les membres du COMEX étaient eux-mêmes obligés, là en l'occurrence c'était de faire une pause à 17h pour retrouver les équipes en présentiel en plein milieu du Covid, obligés d'arrêter à 17h eux-mêmes pour que les collaborateurs se sentent à l'aise d'aller, voilà, disons, à ce rassemblement à 17h. Et je trouve ça intéressant, le côté exemplarité. Ça t'a mis, non. Sur le côté aussi, être capable de partir des collaborateurs, ça veut dire que une solution pour tous, ça veut dire qu'il faut être capable de cibler tout le monde. Donc, encore une fois, typiquement, ça veut dire on ne cherche pas une solution pour aider les 5 talents les plus prometteurs, ou alors on peut le faire, mais il faut aussi quelque chose qui aide toute l'entreprise. On ne cherche pas à cibler uniquement les managers ou uniquement les gens qui vont pas bien et qu'on a détecté ou pour lesquels on a réussi à détecter qu'ils allaient déjà pas bien. Ça veut dire aussi concrètement qu'il faut multiplier les canaux de communication et savoir s'adapter. Il y a des entreprises où on va communiquer, alors c'est assez trivial, mais sur Slack, etc. Il y a des entreprises où on va communiquer plus en physique parce que revenir dans les bureaux est devenu très important. Donc, il faut être capable de s'adapter à la façon de communiquer dans votre entreprise pour porter les bons messages, utiliser les bons codes. Utiliser les bons codes, ça semble simple. En fait, c'est pas simple quand on parle de santé mentale et c'est même tout un défi. C'est aussi ce qui explique pourquoi très longtemps, la santé mentale est restée un peu stigmatisée. Utiliser les bons codes, ça veut dire aussi savoir s'adresser de façon un peu aspirationnelle aux collaborateurs sans leur faire peur, en parlant de sujets pourtant qui sont à la fois un peu complexes et qui peuvent être lourds pour certains, même si tous les sujets ne sont pas lourds quand on parle de santé mentale, encore une fois. Et il peut y avoir aussi un enjeu de créer des ambassadeurs, une communauté. On a des entreprises clientes où il y a par équipe, par département, des gens qui se sont portés volontaires pour être ambassadeurs santé mentale, pour avoir voilà, les bons réflexes, parler du sujet, relayer les messages, etc. Par rapport à ce côté ambassadeur, ce qui est intéressant, en fait, c'est aussi plus globalement une approche. La santé mentale, c'est tellement un sujet traditionnellement personnel, disons, pour la plupart des collaborateurs, que c'est très important de se détacher d'une approche descendante imposée par le management. Là, ce que dit cette slide et cette étude, c'est qu'en fait, certes, il faut que le changement soit porté et assumé par la direction, par contre, idéalement, qui viennent des collaborateurs. Et donc, se trouver des points relais de collaborateurs qui vont pouvoir parler entre eux, s'aider entre eux, c'est super, super important. Ok, et concrètement, quand on est par exemple un RH d'une PME, qu'on n'a pas forcément les moyens financiers ou techniques, est-ce que vous auriez des idées concrètes à mettre en place, qui sont assez faciles à mettre en place justement pour prévenir et communiquer sur la santé mentale? Est-ce que vous avez des petits tips comme ça? Alors, ouais, tout à fait. Typiquement,
je vais partager l'expérience personnelle qu'on a avec certains de nos clients. Quand on va déployer justement une initiative de santé mentale ou TIL en l'occurrence, donc là je te donne un exemple qui est le nôtre, hein, mais en fait, pour que ça soit porté par les gens, ce qu'on fait, c'est on va étudier avec l'équipe RH comment faire que cette solution soit portée par les collaborateurs. Et du coup, on va étudier, si tu veux, les canaux de distribution, comment on va pouvoir, où on va pouvoir toucher les collaborateurs. Donc ça peut être, tu vois, à la machine à café, ça peut être dans les salles de repos, ça peut être sur un intranet. Et après, on va étudier comment on leur parle efficacement de ces sujets. Dans certaines entreprises, la santé mentale, c'est pas le bon mot, parce que voilà, il y a peut-être un passif compliqué, donc on va peut-être plutôt porter ça sous le thème bien-être, par exemple. Et une fois qu'on sait comment on communique et où on communique, en fait, on va proposer un plan de communication très spécifique. Je pense par exemple à Agnès B. Agnès B, avec qui on va mener cette approche santé mentale. En fait, c'est des affiches dans les boutiques, dans les salles de repos, qui sont très orientées sur les bénéfices. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte chez Agnès B que dire la direction vous propose-t-il pour prendre soin de votre santé mentale, ça ne fonctionnait pas. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, par exemple, près de la machine à café, déjà votre deuxième tasse de café, vous savez que vous pouvez vous endormir en 10 minutes avec Danae sur TIL. En fait, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais ça part d'un exemple précis qui est vécu par le collaborateur versus quelque chose qui est descendant de l'entreprise. Et après, pour compléter ce que dit Nico, même dans une toute petite structure, et moi je prends aussi l'exemple de nous chez TIL, donc évidemment nos collaborateurs ont accès à la plateforme et à tout l'accompagnement, mais il y a aussi plein de petites choses qu'on a fait dans la façon de réfléchir à notre culture, à nos valeurs, à la manière d'interagir ensemble, de promouvoir, même quand on est une entreprise assez jeune, des valeurs solides, notamment autour de la bienveillance, la capacité à challenger n'importe qui dans l'entreprise, etc., l'invitation à la déconnexion. C'est quelque chose qui peut être assez simple de mettre en place, de rappeler l'invitation à la déconnexion, de montrer l'exemple aussi en tant que cofondateur, d'observer le droit à la déconnexion aussi, par exemple, d'encourager les gens à faire des pauses, d'encourager les gens dans des points en one-on-one avec leur manager, à expliciter quand ils sont stressés et comment on peut éventuellement agir dessus de manière assez concrète. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, même quand on est une petite entreprise, pour construire cette culture qui aide au changement et qui aide aussi à planter des bases, je dirais, saines. En tout cas, ce qui est important avec cette première grande idée de Watt, c'est que les gens, ils sont prêts et ils attendent, si vous voulez qu'on parle de santé mentale, et ils sont prêts surtout à avoir les outils pour en prendre soin. Donc, c'est hyper important de ne pas peut-être se limiter au COMEX et au manager, mais en fait, tout le monde a la maturité d'esprit pour comprendre son cerveau et être plus fort au quotidien, et c'est une chose intéressante. Si on regarde le deuxième point, c'est d'avoir une approche préventive. Et souvent, quand on parle de santé mentale, on parle d'abord d'approche curative, ce qui est très, très dommage, parce qu'en fait, quand on est en curatif, il est déjà trop tard. Il y a certaines situations qui auraient pu être évitées. Et donc, c'est un peu dommage de ne pas s'intéresser plus à la partie prévention. Ce que montre ce petit graphe, c'est de se dire, en fait, l'état de santé mentale des collaborateurs, il est très varié. Il y a des gens qui vont être super, super épanouis, qui ont peut-être déjà eux-mêmes les bons réflexes dans leur vie, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont plus dans un bien-être inégal, donc il y a des moments où ça va très bien, des moments où ça va un peu moins bien. Et ensuite, quand on se déplace vers la gauche du graphique, on est plus dans le trouble, le symptôme ou la maladie dans le cas un peu le plus extrême. L'idée, c'est de dire que mettre en place des campagnes de déstigmatisation, mais aussi de psychoéducation, donc de comprendre les mécanismes, d'expliquer, de faire de la prévention, de créer des nouveaux réflexes en santé mentale, ça permet de détecter les premiers signaux et ça permet aussi d'éviter de glisser. Donc encore une fois, c'est pas toujours possible, mais il y a plein de cas où en fait on peut détecter au bon moment la fatigue avant qu'elle devienne du surmenage, avant qu'elle devienne du burn-out par exemple, ou de détecter le stress, puis les problèmes de sommeil avant que ça devienne un trouble anxieux généralisé. Et donc l'idée, c'est vraiment d'agir sur la prévention
pour rendre la curation la plus efficace possible, parce que quand on en a besoin, le fait d'avoir déstigmatisé, d'avoir éduqué, les collaborateurs vont oser en parler et oser la prise en charge, par exemple, et donc éviter au maximum de glisser vers la gauche de ce petit graphique. Et le troisième point, je vois en plus que l'heure tourne, qu'on est assez bavard. Le troisième point qui est très important et qui nous, évidemment, nous tient particulièrement à cœur, c'est de mettre la technologie au service de la personnalisation. En fait, ce que permet la technologie au niveau individuel pour vos collaborateurs, c'est d'avoir l'expérience qui leur correspond à eux, qui est adaptée à chacun. Et au niveau de l'entreprise, c'est d'avoir une roadmap, c'est un peu barbare comme anglicisme, mais d'avoir une approche qui est sur mesure aussi au niveau de l'entreprise, parce que toutes les entreprises sont pas les mêmes. Alors là, je vous parle de l'expérience que nous, on en a chez TIL. Ce qu'on voit, c'est qu'on est capable de s'adresser à des types de clients, entreprises qui sont extrêmement variés, parce qu'en fait, la somme de l'accompagnement vient des besoins individuels de leurs collaborateurs et des données individuelles de leurs collaborateurs. Et vraiment, il faut se mettre à la place. Voilà, on est tous aussi un collaborateur ou une personne qui a besoin de prendre soin de sa santé mentale en quelque sorte. Et il faut s'imaginer que ça n'a pas de sens de proposer la même chose et de ne pas personnaliser l'approche entre quelqu'un qui a des problèmes pour gérer ses émotions, par exemple, qui est très prompte à la colère ou aux emportements, et quelqu'un qui a un très gros problème de timidité presque maladive dans les interactions sociales, par exemple. En fait, ça n'aurait pas de sens et ça perd de la force de l'initiative que vous pouvez proposer en interne. C'est pour ça que la technologie, elle permet de s'adresser à chacun. Elle permet évidemment, quand on est dans des plus grosses structures, de scaler l'approche, parce que c'est très difficile de proposer quelque chose à quelques personnes, voilà, ou à quelques personnes identifiées. Quand on veut proposer à 100% de ses collaborateurs, quand les structures grandissent, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, j'ai l'impression qu'on a à peine débordé de la demi-heure. Oui, super, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éclairages. Je vois qu'il y a une première question sur le chat de la part de Claire. Est-ce que Claire voudrait prendre la parole peut-être pour nous poser la question? Peut-être pas? Non, micro KO. Je vois la question en même temps. Donc, ouais, la question, comment articulez-vous santé mentale et prévention des RPS, risques psychosociaux? Alors, ça fait partie de la prévention des RPS. Il ne s'agit pas en tout cas dans l'accompagnement, ce que je peux vous dire, c'est dans l'accompagnement de TIL, ou dans la façon dont nous, on adresse le sujet de la santé mentale, on va plus loin parce qu'on ne se limite pas, je dirais, aux obligations légales de prévention des RPS ou de gestion des RPS, mais on a effectivement, beaucoup de nos interlocuteurs sont des responsables gestion des RPS, parce que ça en fait intimement partie et c'est effectivement intimement lié. Et d'ailleurs, petite parenthèse autopromo, on a gagné le prix Préventica Innovation RPS la semaine dernière. Et donc, on voit en effet que voilà, le sujet, disons, s'innove un peu et se nourrit un peu de ces réflexions. J'ai vu ça, félicitations d'ailleurs. Merci. Merci pour ces réponses. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait des questions à ce sujet de santé mentale, aimerait exposer peut-être une problématique au sein de son entreprise? N'hésitez pas, vous pouvez activer le micro en bas à gauche pour prendre la parole. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Karine. Bonjour, je suis responsable RH au sein d'une société de 100 personnes. Tout à l'heure, vous parliez de paradoxe. On a essayé d'initier des outils QVT avec des animations autour de l'alimentation, autour du bien-être au travail. Souvent, ça fait un flop. C'est-à-dire qu'on a des gens qui, quand on leur parle, ils sont demandeurs d'action. Et puis, une fois qu'on les initie, il n'y a personne qui s'inscrit, ou juste 2-3. Donc, on se félicite, ça fait toujours 2% de nos effectifs. Mais voilà, l'impact n'est pas celui qu'on a aspiré. Est-ce que vous auriez des billes sur comment finalement séduire ces salariés qui finalement au départ sont partants, et puis quand on fait quelque chose, finalement ça tombe à l'eau?
Merci beaucoup, Karine, et merci aussi pour la transparence. C'est quelque chose qu'on rencontre hyper fréquemment avec nos clients, et c'est aussi pour ça qu'on les aide, honnêtement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est comment nous, on fait, et ce qui est important pour nous dans la démarche pour réussir le pari de l'engagement qui est, enfin, nous, c'est ce qui nous tient, j'allais dire éveiller nuit et jour, mais il n'y a pas grand-chose qui nous tient éveiller la nuit, mais en réalité, c'est vraiment, vraiment le défi. Donc, vous mettez le curseur au bon endroit avec cette question. Il y a une chose qui est sur la communication et comment on communique. Nous, on est aussi des experts de la communication. On a beaucoup, beaucoup étudié la façon dont il faut communiquer sur ces initiatives pour qu'on ait un buy-in des équipes et un premier engagement dans le fait d'avoir envie. Ensuite, la façon de retenir les gens et de les engager en nouveau, c'est aussi un peu lié à ce qu'on vous disait juste avant sur la personnalisation. C'est-à-dire que tous les gens vont vous dire « Ah bah ouais, c'est génial de s'occuper de ma santé mentale », mais en fait, il y a celui qui va trouver ça génial de faire une initiation à la pleine conscience et à la méditation de pleine conscience, un autre qui a besoin d'apprendre à mieux gérer son stress pour prendre la parole en public, une autre qui revient de congé maternité et qui a beaucoup, beaucoup de mal à gérer cette transition de vie. Et en fait, ces personnes-là, il faut être capable de leur proposer des choses qui sont complètement différentes. Donc, il y a aussi ce sujet-là qui est de se dire, bien sûr, il y a une réflexion collective à mener, mais il y a aussi ce besoin de s'adresser à chacun pour pouvoir individuellement tous leur parler au bon moment. Et dans la communication, en tout cas, nous, ce qu'on a étudié et ce qu'on a vu dans les tests utilisateurs, dans la recherche utilisateur qu'on a fait, c'est qu'il y a des médias et des façons de communiquer qui engagent beaucoup plus. Par exemple, le média vidéo. Par exemple, quand on parle en vidéo, nous, on a fait pas mal d'études pour regarder le taux de décrochage et à quel moment décrochent les gens quand ils regardent une vidéo et comment faire pour les maintenir intéressés jusqu'au bout d'une vidéo. Et donc, par exemple, il y a des temps, il y a des formats. Et donc, ça, c'est aussi des choses qui permettent d'engager les collaborateurs. Et je vois que tu mettais des choses complètement... Ouais, non, il y a aussi quelque chose d'important aussi qui est un peu frustrant, je sais, la plupart de nos clients, c'est que les équipes RH, elles ont cette empathie, donc elles veulent aider les collaborateurs. Par contre, malheureusement, elles sont souvent assimilées à l'équipe de dirigeants par les collaborateurs. Du coup, il y a ce paradoxe, en fait, on va le retrouver aussi dans la structure même, malheureusement, du job. Le fait de proposer que ça vienne de l'équipe RH, par définition, en fait, ça peut avoir ça peut provoquer des freins d'engagement. Et donc là-dessus, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est de passer par un tiers de confiance qui va peut-être faire oublier qu'en fait l'employeur est derrière l'initiative santé mentale. Et typiquement, on le voit, nous, quand on se déploie dans une boîte, on fait toujours un onboarding où en fait on présente nous-mêmes, humainement, je veux dire en direct dans une session comme celle-ci, et en fait on crée un lien humain avec les collaborateurs. Où en fait on leur dit, mais vous inquiétez pas, parce que tout ce qu'on vous présente maintenant, jamais l'entreprise n'y aura accès. Jamais elle verra vos données personnelles. Et en fait, on va les rassurer sur des points clés qui vont aussi peut-être aider à l'engagement. Et d'ailleurs, nous, on a un engagement moyen, quand on déploie TIL dans les boîtes, de 40%. Et on voit qu'on a 20% d'engagement avant l'onboarding et 20% supplémentaire après l'onboarding. Donc l'onboarding est vraiment super clé sur Et si je peux rebondir sur un point que tu disais qui est fondamental aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on parle de santé mentale. Et donc, on parle aussi de sujets qui peuvent être assez intimes et extrêmement confidentiels. Et donc, il y a peut-être aussi, alors je ne sais pas le détail des initiatives que vous avez pu mettre en place. Nous, on insiste énormément dans la communication, mais aussi dans la façon dont on a construit notre produit et notre offre sur la confidentialité et la sécurité des données. Et c'est vrai que pour être tout à fait transparente avec vous, Karine, c'était une question qu'on avait posée au tout début quand on a commencé à réfléchir au sujet et qu'on avait identifié comme un des freins potentiels. C'était que les collaborateurs disaient, en fait, moi, je trouve ça génial. J'adorerais que mon entreprise me propose un produit comme celui que vous me décrivez. Mais ce dont j'aurais peur, c'est quand même que mes données fuitent, etc. Donc, d'une part, dans la façon dont on a construit le produit, on a vraiment mis ça au cœur pour rassurer, pour créer la confiance, créer un safe space un peu pour l'utilisateur. Et ensuite, dans la façon dont on en parle, donc
voilà, on n'explique pas forcément à tous les collaborateurs que les données sont encryptées avec des process d'encryptage utilisés par les services secrets américains, parce que ça va un peu loin pour eux, mais en tout cas, on sait mettre en avant le fait que leurs données, elle leur appartient, que nous, on ne la collecte pas, que ce qui est collecté, c'est encrypté, et que donc, ils sont vraiment dans une zone qui est la leur, en fait. Et dans la santé mentale, il y a aussi ce double aspect qui est très important, qui est y réfléchir collectivement, c'est très bien, et faire des ateliers collectifs, des webinaires. Nous, on encourage énormément et on en anime beaucoup avec nos clients, mais il y a aussi la création de cet espace qui est à vous, qui est individuel et qui est personnel, et celui-là, il y a un tiers de confiance aussi pour pouvoir le faire quelque part. Et est-ce que vous faites peut-être des sondages en amont pour savoir ce qu'attendent les salariés ou c'est quelque chose qui ne se fait pas trop? Ce qu'on fait, c'est qu'on ne le fait pas forcément en amont, on le fait, c'est-à-dire pour décider quels sont les webinaires, les ateliers, etc., à mettre en place d'un point de vue collectif, on utilise les données récupérées dans l'application mobile. Donc ça, c'est l'accompagnement individuel. Et donc avec toutes ces données qu'on a, on est capable de dire, en fait, dans cette entreprise, ce serait mieux, ou dans cette business unit, ce serait mieux qu'on parle du sujet de la résilience et de la capacité d'adaptation, parce que c'est un sujet qui ressort beaucoup, ou dans une autre, plus de la gestion du stress et de l'équilibre de vie, par exemple. Donc ça, c'est des données qu'on a dans l'application. Et ce qu'on fait aussi et qu'on demande aux collaborateurs, c'est de nous dire sur quel sujet ils veulent avoir plus de contenu, plus d'informations, plus d'outils, plus d'activités. Donc, il y a des choses qui viennent purement de la data. Donc, si vous voyez que tous vos collaborateurs font énormément les podcasts de méditation de pleine conscience sur l'application, nous, ça va évidemment nous entraîner à développer plus cette activité-là. Mais on leur demande aussi, on leur pose des questions régulièrement via un indice de santé mentale qui est propriétaire, qui nous permet de savoir sur quoi il faut qu'on développe plus de contenu, parce que c'est les préoccupations du moment. Merci. Du coup, je ne vous ai pas demandé, Karine, mais on a répondu à votre question. Oui, c'est bon. C'est ce que je partage, hein, la réponse. Voilà, c'est surtout, souvent, le retour qu'on a, c'est est-ce que ça sera confidentiel? Est-ce que mes données sont pas remontées à la RH puis à la direction? Alors, bon, non, c'est strictement confidentiel et on n'a pas de regard sur ce qu'on a mis, enfin, sur les actions menées. On n'a pas forcément qui participe ou qui fait. Voilà, donc, mais bon, c'est sûr que c'est difficile de comprendre un peu comment organiser finalement ces actions pour répondre aux besoins de nos salariés. Ouais, je comprends. En fait, nous, on le voit, chaque déploiement est différent et du coup, on passe du temps à s'aligner aussi, comme je vous disais, avec le CSE, des membres de l'entreprise en interne, des collaborateurs, la direction, pour bien comprendre en fait le contexte et ce qui va résonner. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. À chaque fois, on va leur parler différemment. Et par contre, c'est nous qui leur parlons. Nous, TIL, experts santé mentale, c'est pas l'entreprise. Et du coup, voilà, peut-être que ça aussi, ça aide. Merci en tout cas. Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une autre question? Il reste 13 minutes exactement. C'est l'occasion. N'hésitez pas. Ou même dans le chat, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Oui, ou j'allais dire en personnel aussi, hein, si vous n'êtes pas à l'aise de poser une question directement, vous pouvez sélectionner à Jennifer ou à Julia ou à Nicolas, comme ça on regarde en même temps. Alors après, je me disais en fin d'année, ou en début d'année qui arrive, est-ce qu'il y a peut-être une action à faire? Alors, vous parlez de prévention, est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a un événement en particulier qu'on pourrait pousser, justement jouer sur le début d'année pour mettre en place quelque chose de particulier? Est-ce que vous voyez des choses Nous, on voit une chose qui est très simple, qui est de mettre en place TIL et de dire aux collaborateurs TIL. Mais je suis peut-être un tout petit peu biaisée. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce qu'on sent des discussions et avec nos clients ou futurs clients et avec les collaborateurs, c'est qu'effectivement, c'est une période qui est très, très propice. Et on rigole un peu parfois de je ne sais pas si vous connaissez le Blue Monday, qui est le troisième lundi du mois de janvier, en disant que c'est le jour le plus
déprimant de l'année. Alors, fort heureusement, c'est pas un jour déprimant pour tout le monde et il y a des gens qui résistent à ça, mais c'est vrai que généralement, voilà, la période qu'on traverse en ce moment avec cette nouvelle vague qui nous arrive un peu dessus, la fin d'année, les journées qui raccourcissent et souvent le mois de janvier est un mois qui est assez difficile. Donc, en tout cas, au-delà du prosélytisme pour Thiel, effectivement, moi, on ne peut que vous encourager à annoncer et à prendre soin de vos collaborateurs, en particulier en janvier. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de RH qui nous disaient que c'était souvent un moment où ils avaient des vagues de démission ou des vagues d'arrêt maladie, parce que c'est une période où les gens sont peut-être plus vulnérables ou plus fatigués. Et donc, en tout cas, c'est le bon moment pour faire quelque chose. Super. Alors, je vois peut-être d'autres gens connectés. Est-ce qu'il y aurait des questions ou tout simplement nous parler pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, comment vous voyez la santé mentale? N'hésitez pas à nous Moi, partager vos je trouve retours. que c'est une super question, Jennifer. S'il y a des gens qui veulent partager ce que c'est leur préoccupation par rapport à leurs collaborateurs et quels sont les sujets un peu soit qui sont des freins pour eux pour mettre en place des vraies politiques de prévention ou des vraies initiatives dans leurs entreprises, soit quels sont les sujets ou qu'est-ce qu'ils recherchent chez des prestataires extérieurs éventuels, ou qu'est-ce qu'ils font en interne. On est super preneur d'avoir un retour d'expérience. Alors, bonjour à tous. Bonjour Clotilde. Bonjour. Moi, j'ai juste une petite question. Donc, moi, je suis correspondante QSE chez Vita Service, donc qualité, sécurité, environnement. Et en fait, on est une boîte d'insertion professionnelle. Et moi, je venais surtout ici parce que pour l'insertion professionnelle, j'ai quand même 60% des salariés où en fait, c'est des personnes qui sont immigrées. Du coup, pour eux, la santé mentale, quand on leur en parle, on a toute la partie communication, on fait des petits ateliers avec le pôle santé-travail, etc. Mais on voit bien qu'on leur parle de choses qui, pour eux, ne prennent absolument pas en compte. Ils nous disent clairement, voilà, ils ont vécu des choses très difficiles. Alors pour eux, la santé mentale au travail, ça leur passe un peu au-dessus. Du coup, je ne sais pas si vous avez des idées de comment on pourrait amener ça pour qu'ils comprennent un peu que c'est quand même important d'avoir cet aspect-là aussi dans leur travail. Ouais. C'est un bon point. Le premier élément de réponse qui me vient en tête, c'est que peut-être que, bon, déjà tous les gens, tous les humains, et pas que les Français, on a tous une santé mentale et on a tous intérêt à en prendre soin. Enfin, ça, c'est vraiment une conviction forte. Et on le voit quand on a déployé TIL dans des pays en Afrique francophone. En fait, on a eu un des meilleurs taux d'engagement chez nos clients. Donc, on est aussi content un peu de ça. On se dit que ça résonne ailleurs et pas que dans nos petits cercles. Après, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de comment on adapte le contenu aux attentes de la cible, le contenu et l'accompagnement. Peut-être que leur parler de santé mentale au travail, c'est peut-être en fait dommage d'arrêter la porte au travail, et peut-être que voilà, l'accompagnement qu'on va pouvoir leur faire globalement sur leur santé mentale, travail et personnel peut peut-être plus résonner avec ce type de population. Vous avez eu l'occasion de leur faire peut-être un questionnaire ou leur poser des questions sur Ouais. ce qui était... Ça, on va le mettre en place parce que du coup, on a des conseillères d'insertion professionnelle qui suivent plus leur partie privée en fait de la vie. Et ça, du coup, on veut le mettre en place pour justement essayer. Donc ça, c'est nos CISP qui nous ont aussi donné l'idée de ne pas s'arrêter juste au travail, mais d'aller voir peut-être à côté. Et peut-être qu'en passant par à côté, ils comprendront peut-être mieux. On ne sait pas. Mais on va tester de faire un questionnaire comme ça. Mais je comprends, Clotilde, votre point aussi de dire des gens qui ont vécu là, on peut vous parler d'une certaine population, mais en règle générale, des gens qui ont vécu des événements de vie très difficiles, voire des traumas, c'est aussi des sujets que nous, on traite en fait dans l'application. On travaille avec des experts qui sont spécialisés dans les questions, je pense notamment à une d'immigration, d'expatriation ou de rupture avec les racines, par exemple, parce que c'est des sujets qui sont effectivement assez complexes et profonds.
Et il y a aussi toute la partie gestion du trauma, donc qui peut, là vous décrivez une forme qui peut être, mais ce qui peut être un peu varié. C'est vrai que c'est un peu difficile d'arriver avec un sujet très léger quand on parle à des gens qui ont un sujet plus lourd. Mais en fait, on en revient aussi toujours un peu à cette question de comment on fait pour proposer quelque chose qui peut correspondre à tout le monde. Il faut énormément de contenu et être capable de cibler le bon public avec le bon contenu. Et effectivement, quelqu'un qui a vécu une situation de vie très difficile, alors ça peut être des situations liées au fait d'avoir quitté son pays, ça peut être aussi avoir vécu un deuil de quelqu'un très proche très récemment. Il a peut-être pas envie à ce moment-là qu'on lui apprenne juste à comment gérer son équilibre de vie entre le pro et le perso, parce que c'est pas sa problématique majeure. Mais en fait, en étant capable de lui proposer, donc je pense par exemple à la question du deuil ou de l'arrachement à ses racines ou du choc post-traumatique plus généralement. C'est aussi comme ça qu'on adresse ces sujets-là, pour être capable de proposer des programmes qui s'adressent bien à un sujet et effectivement pas pousser juste vivre en pleine conscience à quelqu'un qui est juste pas du tout là dans sa démarche, parce que c'est pas le bon moment pour lui du tout, quoi. Ok, super. Merci. Merci Clotilde. Moi, j'avais une dernière question, peut-être au sujet de, je reviens à dire, je suis RH toute seule dans une PME, j'aimerais vraiment mettre ça en place, je sens qu'il y a un réel besoin, etc. Mais ma direction n'est pas très folle pour mettre en place des choses comme ça, parce qu'elle trouve que c'est peut-être anxiogène de parler de santé mentale auprès de ses salariés, que c'est pas son problème, que c'est plus du perso que du pro. Comment amener peut-être des arguments, comment convaincre que c'est vraiment un axe, un levier de performance dans l'entreprise? C'est une super question. C'est une situation qui arrive. Parfois, c'est l'inverse et c'est la direction qui pousse beaucoup et qui veut mettre les choses en place très vite. Et parfois, c'est plutôt les RH qui veulent absolument s'enquérir de ce sujet et le déployer. Et il y a une résistance. La résistance, généralement, elle est liée soit à la méconnaissance du sujet. Donc, dans ce cas-là, il y a une partie d'éducation, en fait, et qui fait que c'est aussi le rôle du RH de savoir éduquer sa direction générale sur certains sujets et de savoir dire, voilà, en fait, quand on parle de santé mentale, on rappelle la définition de l'OMS, on parle de ce que c'est, de chiffres très concrets, de dire, en fait, aujourd'hui, vous avez peut-être cette vision de, c'est pas le rôle de l'entreprise, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3/4 des collaborateurs qui attendent de l'entreprise de le faire. Il y a des collaborateurs qui aujourd'hui, 1 sur 2 disent qu'ils sont prêts à démissionner ou qu'ils ont déjà démissionné pour une raison liée à ça. Ça a un coût pour l'entreprise qui peut se chiffrer, donc on pense toujours que c'est très difficile de chiffrer. En fait, ça a été chiffré par des boîtes dont c'est le métier de faire ça, qui montre que ça représente un coût tangible en absentéisme, en burn-out, en présentéisme. Et encore une fois, quand on voit les chiffres que ça représente à côté du coût d'une solution adaptée en santé mentale, si on met le parallèle entre les deux, généralement, c'est assez convaincant. Et en fait, il faut repartir des enjeux, en fait. Quels sont les enjeux? Est-ce que c'est l'attraction de nouveaux talents? Est-ce que c'est la rétention? Est-ce que c'est la performance? Parce qu'en fait, des collaborateurs désengagés et encore plus en télétravail, ça coûte cher à l'entreprise. Et c'est aussi ces choses-là qu'il faut savoir véhiculer auprès de la direction. Et c'est pas... Moi, je trouve ça à titre personnel absolument génial de vouloir faire ça uniquement parce qu'on en a la conviction. Et il y a plein de dirigeants d'entreprise et de DRH qui le font d'abord parce que c'est leur conviction première. Donc, il faut mener ces initiatives et que c'est leur rôle et que c'est aussi le rôle de l'entreprise. Comme aujourd'hui, personne ne questionnerait le fait que l'entreprise cofinance la mutuelle, par exemple. Et donc, il y a plein de gens qui ne questionnent pas ça, mais si jamais ils questionnent, il y a des arguments très tangibles et très chiffrés pour rendre la démarche la plus robuste possible, quelque part. Et ça, nous, on vous aide là-dessus. C'est-à-dire que si jamais on discute, on vous montre le produit et ça vous plaît et vous voulez avoir des arguments, on va en fait vous aider, vous donner une présentation, des petites vidéos, des petits textes, comme ça vous avez juste à copier-coller et c'est quelque chose sur lequel on vous accompagne. Et d'ailleurs, on sait que parfois les chiffres ne suffisent pas et parfois il faut aussi toucher les dirigeants avec des
un peu plus d'émotion. Et dans cette optique-là, on a créé, nous, une série de documentaires autour de la santé mentale qu'on a appelé Untold, où en fait, Que j'adore. merci. Merci, Gisèle. C'est des dirigeants d'entreprise, donc en fait des CEO, qui pendant 10 minutes parlent de vulnérabilité. Et en fait, ce que ça fait, en envoyant Untold généralement à votre dirigeant, et ben en fait, il va se reconnaître dans ses portraits. Et donc, il va se dire, ah, mais c'est super intéressant, et peut-être va être un peu plus engagé émotionnellement, disons, dans cette démarche. Julia vous a mis le lien de la série. Mais c'est vrai que Super, ça merci. nous aide à la fois à convaincre les gens un peu encore qui ont du mal à accepter leur vulnérabilité, qui ont du mal à apporter ce message de il faut parler des sujets difficiles, etc. Et ça nous aide aussi pour convaincre les directions générales. Et d'ailleurs, on a certains de nos prospects qui sont en train de nous dire finalement, notre CEO aimerait beaucoup, ou nouvellement clients qui nous disent notre CEO aimerait beaucoup participer à la série parce que c'est inspirant et que ça fait du bien de parler de ça de façon décomplexée, authentique et transparente. Et on a même le directeur général France de Morgan Stanley, qui est une banque d'affaires. Enfin, donc, voilà, même si vous vous dites, ah, mais moi, mon boss, il n'acceptera jamais, c'est trop une industrie différente. On a même des dirigeants comme ça auxquels on ne s'attend pas du tout, qui prennent position. Hélène, vous vouliez dire quelque chose? Je vois que vous avez enlevé. Voilà, exactement. Parce que j'ai un problème de connexion, mais je me dis pour poser une question, c'est plus pas. Désolée, c'est sur le fil. Moi, c'est en écoutant les questions des uns et des autres. Donc, moi, pour résumer, je pense qu'effectivement, le principal frein, c'est le dirigeant. Et du coup, j'ai deux questions. Un, est-ce que vous avez des chiffres vraiment qui montrent que ça limite le turnover, parce qu'on a un problème de turnover? Et deux, sans lui en avoir parlé, je pense que le principal frein, pour avoir déjà évoqué d'autres sujets, c'est si on fait ça, on va ouvrir la boîte de Pandore. Et finalement, on va se créer des problèmes qu'on n'a peut-être pas forcément aujourd'hui. C'est super intéressant. Donc, il y a deux questions. Ouais. Là, sur la boîte de Pandore, on l'a beaucoup, cette analogie-là. Et en fait, les situations, elles existent. C'est-à-dire que les collaborateurs, ils sont dans un état dans lequel ils sont en ce moment, avec la crise et même au-delà de ça. Hein. C'est des trucs de fond. En fait, c'est juste à quel point vous vous rendez compte ou pas de ce qui se passe et à quel point vous avez envie de les aider. Et donc, en fait, nous, ce qu'on va mettre en place, c'est des outils pour que les gens, justement, ils puissent gérer leur état et à aucun moment, ça va remuer quelque chose parce qu'en fait, c'est déjà une situation qui existe. C'est juste que nous, on enlève peut-être un couvercle et pour qu'ils soient un peu plus conscients et que les gens puissent parler un peu plus sereinement. Et donc, quand on a déployé, au contraire, en fait, on voit que les gens, ils remercient nous, mais ils remercient aussi l'équipe RH et les dirigeants d'enfin, parce qu'en fait, concrètement, c'est quand même une application qu'on leur met à disposition, des séances avec des thérapeutes, des coachs, enfin, ça dépend de l'offre que vous choisissez, mais en fait, pour eux, c'est énorme, si vous voulez. Donc, on a vraiment que des merci et pas de bazar sans nom. Et ça, la meilleure assurance, c'est en fait de prendre contact avec des RH qui nous ont déjà déployés. Et comme ça, vous verrez en fait concrètement comment ça se passe. Et, voilà, et sur la partie, Hélène, sur la partie ouvrir la boîte de Pandore, il y a deux choses. Il y a une chose qui est de dire attention, en fait, les données de l'application mobile, les données individuelles, vous n'y avez pas accès. Vous avez accès qu'à des données agrégées. Donc, si jamais, moi, par exemple, je suis une de vos collaboratrices et j'ai besoin de voir un psychothérapeute ou je me renseigne sur des questions, en fait, vous ne le savez pas à titre individuel. Donc, vous n'ouvrez pas, vous n'avez pas accès à des données auxquelles vous ne devez pas avoir accès. C'est plutôt dans le sens, moi, je trouve que c'est bien. Attention, c'est plus dans le sens, du coup, on ouvre une prise de parole. Ouais. Caricature et je force le trait. Moi, mon manager est vraiment pas sympa. Donc, du coup, je vais lâcher avec un coach, un psy, une psy. Puis finalement, je vais me rendre compte que le problème, c'est vraiment le manager. Donc, je vais aller créer un contentieux à la boîte. C'est plutôt dans ce sens-là.
Alors là, c'est plus, je comprends ce que vous dites. Ça revient aussi beaucoup aux fondamentaux de la thérapie, qui est aussi comprendre ce qui m'arrive, prendre du recul, apprendre à gérer les situations difficiles, etc. Une thérapie, c'est pas un conseiller juridique. Oui, mais je comprends ce que vous dites. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des situations qui existent déjà et que en fait, c'est pas en mettant sous le tapis qu'on fait disparaître les situations. Donc, c'est plus ce pardon, parce que discours-là. je vois que le temps file et moi-même, je devais enchaîner avec un point à 15h sur des chiffres pour la limitation du turnover. Vous en avez de Deloitte ou peut-être ou pas? Oui. Il y en a de Deloitte en fait, ou des études qui montrent effectivement l'impact sur les trois postes qu'on vous a cités. Donc, pas forcément séparés entre le présentéisme, l'absentéisme, le présentéisme, etc. Mais on pourra même faire suite. Jennifer, si vous voulez, on vous partagera l'étude et comme ça, vous pouvez la partager dans votre petit mail de débrief à tout le monde. C'est ce que j'allais dire. On mettra la présentation déjà que vous nous avez présentée et éventuellement le lien d'une étude dont vous parlez et du coup, dans le compte rendu. Dans la présentation, il y aura leur mail. Oui, on a mis nos bien mails sûr. en fin de presse. N'hésitez pas, de toute façon, si vous avez des questions, vous avez besoin de chiffres, vous nous écrivez, on vous les fournit. On est à votre disposition, évidemment. Et puis, Oui, je mettrai tout dans le compte rendu que vous allez recevoir par mail d'ici la fin de semaine avec les coordonnées pour les contacter directement. J'inviterai du coup Julia et Nicolas à mettre la présentation de leur solution parce que là, bon, malheureusement, on a dépassé le timing. Mais voilà, il y aura vraiment toutes les infos pour les recontacter, pour pouvoir poser vos questions si nécessaire. Je vois aussi qu'il y a une question dans le chat que je partagerai, Julia et Nicolas. Je répondrai à la personne qui m'a écrit plus tard suite à cet événement. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'être venu aujourd'hui. Merci beaucoup, Julia et Nicolas, pour votre intervention qui était très riche. Donc, comme convenu, je vous envoie le compte-rendu écrit ainsi que le replay par mail d'ici la fin de semaine. Vous allez recevoir également un petit mail où je vais vous poser quelques questions. Chez Eurecia, on a vraiment à cœur de développer notre communauté et à répondre un peu plus à vos besoins tous les jours. Nous imaginons peut-être vous ouvrir un espace de discussion pour qu'on puisse poursuivre les canapés RH, etc. Donc vraiment, merci de répondre à ces questions pour voir si on répond bien à vos besoins. Et sinon, je vous donne rendez-vous l'année prochaine, du coup, en janvier, le mardi 11 janvier, pour un nouveau canapé RH sur le sujet de la mobilité, le plan de mobilité. Comment diminuer justement le taux de turnover et le taux d'absentéisme grâce à ça. Ça sera avec Laure Wagner de la société 1 km à pied. Donc, n'hésitez pas, vous aurez aussi le lien d'inscription dans le compte rendu. En attendant, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Reposez-vous, prenez soin de votre santé mentale. J'espère que vous arriverez à initier tout ça dans votre entreprise. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour cette fin d'année qui est assez complexe et qui s'annonce un peu, peu mouvementée comme les 2 dernières années. Donc, bon courage à tous. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt sur les prochains canapés RH. Merci beaucoup, Jennifer, et bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup d'être restés et merci beaucoup pour vos questions. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.